bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir pris place dans cette belle salle de la Cité pour une table ronde qui s'intitule « Comment habiter autrement la planète ?» C'est un sacré programme. On va tenter d'apporter des réponses concrètes à ce défi dans les 50 minutes qui nous sont imparties. Je suis Xavier de Bontride, je suis journaliste et cofondateur de MapInfo, le média des actions positives. MapInfo, nous sommes partenaires de Séisme. Je vous invite à nous découvrir. D'ailleurs, si vous ne nous connaissez pas encore, on a un stand dans la halle Marteneau. J'arrête la pub tout de suite. Et pour vous dire que je suis très heureux de modérer cette table ronde aux côtés de nos trois intervenants que je vais vous présenter sans tarder. Béatrice Queneau, vous êtes juste à côté de moi. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante à l'université Rennes 2. Vous êtes aussi spécialiste des tiers-lieux, mais là, spécifiquement, ce qui nous vaut le plaisir de votre présence à nos côtés, c'est le fait que vous soyez membre du Haut Conseil breton pour le climat. C'est comme ça l'intitulé, chaque mot compte, hein, membre du Haut Conseil breton pour le climat. Et on va tout de suite démarrer cet échange avec vous dans quelques instants pour prendre la mesure justement de l'impact du changement climatique sur la manière d'habiter cette planète. À vos côtés, c'est Sonia Vu. Sonia, vous êtes architecte, vous faites partie d'un collectif qui s'appelle Encore Heureux. Vous êtes spécialiste dans les questions de sobriété environnementale et architecturale et vous guidez tous vos projets avec cette préoccupation, j'allais dire presque cette obsession de faire bien avec moins. On verra de manière concrète de quelle manière ensuite. Et puis, à l'autre extrémité de ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Yomé. Bonjour Yann, vous êtes un élu local, vous êtes maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas situer Saint-Sulpice, c'est une très jolie commune à l'est de Rennes, nord-est, c'est ça hein et comme son nom l'indique, on est plutôt quand même dans un milieu arboré où la nature est bien présente, hein, Saint-Sulpice-la-Forêt, mais une croissance urbaine aussi. Et on verra de quelle manière, justement, avec vos équipes, vous tentez de concilier cette pression démographique avec la nécessité de préserver aussi l'environnement qui est le vôtre et construire aussi un peu autrement. On va démarrer tout de suite le débat et l'échange. Débat, je dis débat parce qu'on compte aussi sur vous. Il y a des micros dans la salle. On pourra évidemment accueillir les questions nombreuses que vous ne manquerez pas d'avoir envie de poser durant tout l'échange. On va commencer avec vous, Béatrice, pour prendre la mesure justement de cet impact du changement climatique sur la manière d'habiter, de faire de l'urbanisme, de construire nos villes et nos campagnes aujourd'hui et demain. Il faut adapter impérativement les villes à ce changement climatique. Vous avez évidemment en tête les études du GIEC. Il y a des rapports réguliers qui nous alertent. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les indicateurs à avoir en tête aujourd'hui quand on s'intéresse à ces questions? Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais dire le plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui. Alors, rappelez que effectivement, le 6e rapport du GIEC, qui est composé de plusieurs volumes, vient d'être remis en fait ces derniers mois. Ce qu'il montre, c'est que depuis la période pré-industrielle, en fait, le réchauffement global planétaire a été de plus 1,1 degré Celsius. En Bretagne, il a été de plus 1,6 degré. Ouais. Plus 1,6 degré Celsius d'augmentation en Bretagne. Et comme vous le savez, il y a eu un accord international qui a été souscrit en 2015, l'accord de Paris, et qui vise à limiter en fait ce réchauffement global à plus 2 degrés Celsius d'ici 2100 et mieux, si possible, à plus 1,5 degré Celsius. Or, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que malgré les engagements pris par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, l'objectif du plus 1,5 degré Celsius vraisemblablement est déjà hors d'atteinte. Et donc l'enjeu, c'est effectivement d'atténuer fortement nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre l'objectif des plus 2 degrés Celsius. Alors, plus 2 degrés Celsius au plan mondial, ça signifiera en France, vraisemblablement, un plus 4 degrés Celsius à l'horizon. C'est le fameux plus 4 à l'horizon 2100. Voilà, qui a été annoncé par le ministère français. Donc ça veut dire que les enjeux en termes de réchauffement moyen sont importants. Alors nous avons un petit signal de ce que ça peut impliquer au niveau local, puisque par exemple en Bretagne, l'année 2022 a été une année record en termes de température moyenne atteinte. Si on se resitue un petit peu dans le passé, une température moyenne annuelle à Rennes, c'était 11,2 degrés Celsius en 1950. 2022, on a atteint une température moyenne de 13,7 degrés Celsius. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire que représentera cette année record 2022
d'ici 2050. L'exceptionnel va devenir banal, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que ce que l'on considère aujourd'hui comme une année record en termes de température moyenne atteinte, eh bien, pourra représenter en fait une situation normale à l'horizon 2050 ou 2100, suivant en fait les scénarios de trajectoire d'émissions que nous allons avoir d'ici là. Et donc, ça veut dire que, par exemple, en 2022, nous avons eu 25 jours très chauds à Rennes. Très chaud, ça veut dire plus de 30 degrés Celsius. Mais en fait, ces journées records, en fait, à l'horizon 2050, pourront représenter les conditions estivales moyennes. Et là, évidemment, on revient au cœur de notre sujet, de l'articulation climat et habitat. Il va falloir envisager de construire et d'habiter autrement. Tout à fait, parce que quand on parle de vagues de chaleur ou de canicule, il y a la question du confort thermique pour les habitants, et notamment en milieu urbain dense. Et phénomène qui en plus peut être renforcé par un phénomène local qui est le phénomène d'îlot de chaleur urbain, qui est lié aux modalités de l'urbanisation, en fait le fait qu'on recourt à des matériaux qui vont emmagasiner la chaleur pendant la journée et la restituer la nuit. Et cet îlot de chaleur urbain mesure le différentiel de température entre le centre-ville et sa campagne. Et en 2022, par exemple, le différentiel de température entre le centre-ville de Rennes et la campagne avoisinante a été de plus 9 degrés Celsius. C'est un écart énorme et ça montre bien l'enjeu qu'il y a à se préparer non seulement à ces vagues de chaleur, qui sont un des impacts attendus du changement climatique, il y en a de multiples autres. On pourrait parler d'inondation, par exemple, voilà. De montée des eaux. On est en Bretagne, le littoral n'est pas loin. Les phénomènes d'inondation, alors qui peuvent être liés à plusieurs phénomènes, soit des épisodes de pluie intense, et qui font qu'à un moment donné aussi en ville, par exemple, les réseaux de gestion... Ils ne sont pas dimensionnés pour ces fameuses crues centenales, comme on dit, je crois. Exactement, c'est-à-dire que les réseaux... de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, parfois ne sont pas toujours séparatifs. Et ça veut dire qu'à un moment donné, sur un épisode de très forte pluie, ils peuvent être très facilement débordés. Ce sont les bouches d'égout qui sautent, hein, c'est ça l'idée. Voilà. Et qui peuvent amplifier l'impact d'un événement pluvieux. Vous pouvez avoir aussi un autre phénomène qui commence à gagner en importance, c'est celui du retrait-gonflement des argiles, qui est lié en fait à l'alternance en fait de périodes sèches avec des périodes humides. On voit, il y a des multiples recours auprès des assurances parce qu'il y a des sinistres qui se déclarent, notamment après les périodes de sécheresse. Oui, alors il y a quelques jours le Forum international sur le climat et le directeur de la société de réassurance, d'assurance et de réassurance française expliquait que, par exemple, les dommages liés au retrait-gonflement des argiles l'an dernier se sont élevés à 3 milliards d'euros. Retrait-gonflement des argiles, ça veut dire sur une maison, par exemple, ça va se traduire par une fissure de la maison qui peut devenir inhabitable. Alors, il y a des solutions techniques, mais le problème, c'est le coût, en fait, d'adaptation des logements à ces risques. Merci pour avoir bien planté le décor, Béatrice Queneau. On voit effectivement l'ampleur du phénomène et la nécessité de construire et d'habiter autrement. Je me tourne vers vous, Sonia Vu, je le disais en vous présentant, au sein de votre collectif Encore Heureux, cette question de l'architecture sobre, avec un impact maîtrisé, elle est au cœur de vos démarches, de vos réalisations. Quand on est architecte, urbaniste, comment on s'empare de ces questions ? Ça vient complètement percuter la pratique habituelle, ou j'allais dire presque historique, traditionnelle de votre métier. Complètement. Bonjour à toutes et à tous. Oui, déjà parce qu'effectivement, moi j'ai fait mes études il y a 15 ans et ces questions-là étaient très peu abordées pendant les études d'architecture, alors que maintenant c'est vraiment un point dur de notre pratique. Et donc on voit que les choses évoluent très vite, la prise de conscience et puis la nécessité d'y répondre. Et peut-être pour répondre face au constat qu'a fait Béatrice, en fait, nous, en tant qu'architectes, il y a plusieurs choses. Il y a déjà limiter l'impact carbone de nos constructions, puisque le BTP, c'est quand même 30%, en gros, pour le résumé, des émissions mondiales de CO2. Donc c'est sûr que face aux éco-gestes ou à nos actions individuelles, si on veut avoir des réductions significatives, c'est dans la pratique, en tout cas de la construction, qu'il faut agir.
Et puis après, effectivement, comment on transforme les constructions existantes, parce que ça, c'est aussi une des actions pour limiter l'impact carbone, et comment, dans les nouvelles constructions, on se prépare effectivement à ces nouvelles conditions de vie. Donc si je développe un petit peu... Oui, développez. J'allais vous inciter justement à nous donner des exemples concrets. Effectivement, sur la construction, il y a la question de la matière. En fait, aujourd'hui, on construit énormément en béton. Pour le résumer, le béton qui est un matériau très économique, très performant, en feu, en construction, ça va vite, le béton. On monte ça rapidement. va très vite. Et le béton, en fait, est très consommateur d'énergie parce que pour le fabriquer, il faut chauffer à très haute température, donc c'est beaucoup d'émissions de CO2. Que le béton est fait à partir du sable, qui est une ressource fossile qu'on va chercher dans la mer, sans développer toute la question du béton. Et il y en a de moins en moins. Ça peut paraître contre-intuitif. Voilà. Quand on est en Bretagne, on dit du sable, on en a plein. Pas du tout. C'est le sable de sable marin. En fait, ouais. Nous, on a déjà épuisé nos ressources de sable propres à la construction pour fabriquer du béton. Donc, il y a toute une mafia du sable avec vraiment des dégâts humains et écologiques terribles qu'on va chercher très loin de chez nous. Voilà. Et donc, c'est l'utilisation des matériaux bio et géosourcés, donc qui sont renouvelables, qui sont le bois, la paille, la terre, la pierre. Alors la pierre, pardon, c'est un matériau plutôt géosourcé. Et puis aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de faire évoluer les réglementations parce que c'est très difficile. Le lobby du béton a été très fort et puissant. Il faut passer sous les fourches codines des normes très spécifiques. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, paradoxalement, ces matériaux qui sont des matériaux de construction traditionnels, parce qu'ils sont là bien avant le béton, aujourd'hui, quand on les emploie, on est dans de l'expérimentation et de l'innovation. Donc voilà. Pour ne pas dire de l'illégalité par moment. Alors, on n'est pas dans l'illégalité, mais en tout cas, oui, ça demande une vraie volonté du commanditaire. C'est plus compliqué pour assurer le dossier. De l'architecte et de la maîtrise d'ouvrage. C'est des filières, je donne un petit exemple concret. On fait un projet des lycées des métiers bâtiments sur l'île de Mayotte, donc un département français. Là-bas, la question de la ressource, c'est une île. On en parle beaucoup sur la ressource de l'eau. Et en fait, quand on est arrivé pour faire ce bâtiment, on l'a construit en briques de terre crue. Briques de terre compressées, pardon. Et en fait, la filière n'existait plus. En fait, le béton avait tout tué comme filière existante. Et donc, en fait, tout notre travail a été, pendant la phase d'étude, de réactiver les filières, les anciennes filières existantes pour qu'elles puissent être opérationnelles le jour où on démarre le chantier. Voilà. Et après, pour la question de l'habitabilité, il y a la question du réemploi, et notamment, par exemple, le béton. Enfin, si on peut dire le premier réemploi, c'est de dire le béton est une ressource précieuse. Sa première ressource, et en fait, c'est les bâtiments qui sont déjà construits, existants. Aujourd'hui, on a vraiment une politique, et notamment dans l'ANRU, qui est l'Agence nationale de renouvellement urbain, qui est une politique de on démolit, on reconstruit. En fait, la première ressource, c'est de conserver ce béton déjà construit et de transformer. Donc évidemment, les conditions ont changé, il faut rénover les bâtiments, mais c'est peut-être la première économie à faire. J'aime bien citer votre collègue Sylvain Grisot, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui dit toujours que 80% de la ville de 2050 est déjà construite. Et quand on prend conscience de ça, évidemment, on regarde un petit peu différemment les enjeux. Oui, nous on parle de mines urbaines, en fait. Les mines urbaines. La matière est là. Et puis, effectivement, après, il y a tout pour contrer les effets de chaleur urbaine dont parlait Béatrice, qui sont végétalisés, déminéraliser, désimperméabiliser la terre pour faire de l'évapotranspiration, de l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Il y a toutes les questions d'albédo qui sont on va dire la réflexion des matériaux et qui évite l'emmagasinement de la chaleur. Donc c'est sur des couleurs claires. Plus un matériau, une toiture est claire et blanche, plus elle va enlever l'incidence de la chaleur du soleil, de l'incidence solaire sur les bâtiments. Il y a une entreprise bretonne qui s'appelle Cool Roof et qui a développé cette technologie de peinture. En plus, ils utilisent des coquilles d'huîtres pour les faire et pour couvrir les toits des bâtiments en blanc et justement limiter ce réchauffement. Voilà, aux États-Unis, ils ont des toits plats, donc beaucoup plus facile. Ils ont repeint les toitures en blanche pour justement éviter cet effet de chaleur urbaine. Il y a un exemple peut-être qu'on peut citer aussi, Sonia, c'est une expérience à laquelle vous avez contribué avec votre collectif et qui se passe pas loin d'ici pour les Rennaises et les Rennais qui sont dans la salle. L'hôtel Pasteur, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un tiers-lieu, alors ça parle sûrement aussi à Béatrice, qui a été réhabilité. C'était l'ancienne fac dentaire qui était inoccupée. Maintenant, il y a une école maternelle, il y a des lieux. Et vous avez travaillé justement sur le réemploi des matériaux. Je crois qu'il y a plein de fenêtres qui ont été recyclées, c'est ça ? Oui. Entre autres.
C'est un projet sur lequel, oui, le réemploi a été développé. Donc, c'est une ancienne faculté dentaire et il y a eu tout un diagnostic des matériaux disponibles. Il y a eu beaucoup de matériaux réemployés in situ et notamment on va dire, l'espace de convivialité dont les murs ont été faits avec les ardoises qui ont été déposées pour changer les fenêtres. Et puis, donc voilà, il y a beaucoup de matériaux qui ont été réemployés in situ. Et puis, il y a une grosse brocante de vente de matériaux de réemploi qui a été fait pour tout ce qui n'a pas été utilisé sur le projet. Un bon exemple, ça, voilà. À suivre. Et peut-être ce projet a aussi une spécificité, c'est sa préfiguration temporaire, l'ouverture du chantier au public pendant toute la durée. On va dire son occupation continue et tout le travail avec la maîtrise d'usage. Voilà. La maîtrise d'usage, et c'était l'architecte Patrick Bouchin qui était à la manœuvre là-dessus, et toujours passionnant. Les habitants, justement, je me tourne vers vous, Yann Omé, je le rappelle, vous êtes le maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt, vous êtes aussi, je crois que c'est ce qui apparaît derrière moi, vice-président au numérique de Rennes Métropole, mais là c'est plutôt avec votre casquette de maire qu'on avait envie de vous accueillir et de vous entendre. Votre commune, elle est confrontée, elle aussi, aux enjeux qui viennent d'être rappelés, avec peut-être cette particularité qu'on part d'une commune rurale qui, quand j'étais enfant, et qui aujourd'hui a grandi dans la métropole, mais vous voulez conserver quand même des caractéristiques particulières et embarquer vos habitants et vos citoyens dans cette aventure. Comment faites-vous ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis un des rares élus à me confronter à la totalité des sujets que vous parlez depuis ce matin. Donc la question, c'est qui veut bien prendre la suite sur ces grandes transformations qui sont celles des territoires. Donc je suis un élu local, effectivement. C'est votre deuxième mandat, je ne l'ai pas précisé. Ouais, c'est vrai que peut-être le point de départ pour situer, on est issu en 2014 d'une liste citoyenne qui, on était assez jeune, j'avais 36 ans à l'époque. J'étais de la société civile, je travaillais dans les mouvements de jeunesse. Je retrouve bien dans la salle aujourd'hui. Et on avait fait un constat de se dire que c'était vachement bien de critiquer, mais à un moment donné, il fallait peut-être agir, parce qu'on voyait bien qu'à force de dire qu'il fallait faire, l'IACA Faucon, nous étions beaucoup, mais on n'était pas beaucoup à agir, et on a fait le choix de monter une liste au départ, on voulait mettre de la pression à l'autre liste pour que, du coup, il se bouge un peu. Bon, finalement, on a gagné. C'était pas prévu au départ. C'était pas prévu. Non, mais moi, c'est pas prévu du tout. J'étais pas élu avant. Je suis passé de rien à maire. Voilà. Donc c'est possible. C'est possible. Si vous vous engagez, vous voyez à quoi ça mène, mais je pense que ça vaut le coup. Vous allez me dire. Et de rien à maire, et évidemment, on était toute une équipe à passer de citoyens lambda à élus. Donc on s'est retrouvé avec une commune avec tous les sujets dont on traite depuis ce matin, du jour au lendemain. 1500 habitants chez vous, 1500 habitants en l'espace de 3 mois. Bref, sauf que du coup, la question qui nous a été posée, c'était celle du comment construire la ville. Une des questions parmi les centaines de sujets qu'on peut traiter, c'était la question de comment construire la ville de demain. Et nous, on s'est dit, écoutez, nous, on n'en sait rien. Finalement, on n'en sait rien parce qu'on est des jeunes élus, on ne comprend pas ce que vous nous racontez. En tout cas, on ne comprend pas la question. Et on n'a pas les compétences pour le faire. On s'est dit que du coup, la question de la ville, on appelait ça Saint-Sulpice 2035, elle devait se faire avec les habitants et qu'on devait mettre les gens autour de la table. Et que finalement, ce n'était pas une question technique, mais c'était une question de projet de société. Et que dans cette vision du projet de société, il fallait qu'on pose la question de la place de chacun, quelles étaient les problématiques auxquelles on devait répondre, donc bien poser les problématiques, et qu'à partir des problématiques environnementales, sociales, écologiques, économiques, et du devenir de la place de la commune dans sa réalité sociale, il fallait regarder ce qui allait se passer demain. Donc c'est ça qu'on a fait. On a créé une caravane de la concertation, des sites internet interactifs, des réunions publiques, des ateliers citoyens, des démarches participatives, des co-scénarisations, 8 scénarisations co-construites avec des habitants. Alors je viens de l'éducation populaire, je viens du développement social local. L'idée, c'est mise en récit, elle était au cœur de la démarche. La mise en récit, elle est fondamentale dans la construction de la ville, parce que sinon, en fait, Paul Ricoeur dit que la société, elle est animée par des contradictions, qu'il faut placer chacun à sa juste, d'une manière égale pour pouvoir traiter l'ensemble. Il faut se reconnaître divisé et animé par des contradictions. Et ça sous-entend qu'on ne peut pas faire fi des gens, on en parlait ce matin, qui sont contre ou qui sont climato-sceptiques ou si. Mais pour autant, il y a un devoir quand même il y a un devoir de pédagogie, d'information, puis à mon avis, il faut incarner politiquement un projet. Donc on a porté politiquement ce projet-là, avec des dimensions de transition fortes, qui nous a amené à faire un Saint-Sulpice 2035. On a des outils juridiques, administratifs, qui s'appellent une ZAC, une zone d'aménagement concerté. Bref, c'est de la tambouille interne pour faire avancer une ville. Et aujourd'hui, on a répondu à un appel à projet auprès de l'État qui s'appelle un programme d'investissement d'avenir, France 2030. Encore on n'a pas choisi. Oui, il y a des moyens, là, peut-être. En fait, la question, c'est où on met les moyens. C'est toujours pareil. Nous, on a proposé dans le France 2030 que donc c'est à peu près 300 000 € d'études pour essayer
penser la ville de demain dans le cœur de bourg, en définissant qu'une ville périurbaine comme Saint-Sulpice-la-Forêt, elle doit accueillir du monde, mais elle doit aussi penser son avenir dans ce qu'on vient de se raconter, c'est-à-dire la question de la ressource en eau, la question des écomatériaux, de l'économie circulaire. Demain, le zéro artificialisation. Ouais, demain, on y est, voilà, c'est ça, on y est déjà, etc. Donc, faut aller quand même. Faut quand même imaginer que je vais voir des gens pour leur disant bonjour mesdames et messieurs, je vous informe que demain nous allons construire la place de votre maison et que vous aurez la politesse, s'il vous plaît, de me laisser de la place. C'est de ça dont on cause, alors qu'avant, quand on allait... Il y avait beaucoup de lotissements à l'ancienne, des années 70, chez vous, avec des grandes parcelles de 1000 ou plus mètres carrés. En fait, il y en a pas moins. Pareil, tu m'aiderais, il y en a partout. De toute façon, le zéro artificialisation nette fait que, même si aujourd'hui on pense qu'il y a des parcelles qui peuvent paraître moyennement petites et peut-être pas optimales, dans 40 ou 50 ans, on se dira qu'elles sont superbes. En 69 exactement, la règle du POS, programme, plan d'occupation des sols, fallait avoir 3000 m² pour pouvoir construire une maison à Saint-Sulpice-la-Forêt. Bon, aujourd'hui, avec un zéro artificialisation nette, on est à peu près pas tout à fait dans les mêmes rapports. On fait plutôt des parcelles de 250-300 m². Et puis surtout, on monte et on a des. Et ça aussi, il y a l'acceptabilité ou l'acceptation, je ne sais pas comment l'exprimer, par les habitants, ou plutôt les habitants les plus anciens, qui disent attendez, on est venu habiter à Saint-Sulpice, c'est pas pour avoir des immeubles. On entend ce genre de remarques. Évidemment. Évidemment. Mais je pense que le sujet, il n'est pas là. En tout cas. Entendre, je pense que c'est fondamental. Il faut écouter. Il faut que ça s'exprime. Moi, je suis un fervent défenseur de la démocratie de l'écoute. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que du coup on n'a pas le droit d'écouter l'autre. Une forme d'altruisme qui me semble fondamentale, au risque de créer des fractures et finalement qu'on arrive dans des blocs d'opposition avec à chaque fois une espèce de surenchère sur du populisme et puis à la fin on arrive au plus petit dénominateur commun de nos désaccords, mais qui en fait raconte pas grand-chose. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, dans la relation aux habitants, il y a du et en même temps pour le coup, mais il faut et en même temps entendre la réalité de ce que l'histoire de nos manières de construire la ville a créé, et dans le même temps leur expliquer le pourquoi ce qu'ils ont vécu, ce qui est considéré comme un acquis, n'est pas reproductible dans le temps. On peut plus faire comme avant, mais on fait comment alors ? Qu'est-ce qu'on offre comme possibilité ? Alors qu'est-ce qu'on offre comme possibilité ? Ça dépend où on se situe. C'est toujours pareil. Il y a des gens, on leur offre le fait qu'ils n'ont pas le choix. Il faut appeler un chat un chat. Donc il y a des gens, on leur dit non, on ne pourra jamais s'entendre. Nous ne sommes pas d'accord sur la vision du monde. Mais pour autant, je peux quand même passer mon temps avec l'équipe municipale à mettre en place des démarches participatives. Donc l'idée, c'est finalement de faire attention à ce que ça soit ce que j'appelle moi les minorités agissantes, c'est-à-dire que nous avons certaines personnes qui ne voudraient pas que le monde change. Si on passe tout notre temps et notre énergie là-dessus, on a un risque d'abord de ne pas réussir, et puis en plus de ça, de se fatiguer. Élu local, c'est fatigant quand même, en vrai. Et donc, mais c'est vraiment passionnant. C'est une grande bibliothèque à ciel ouvert. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est on va aller chercher les gens. Donc aujourd'hui, on a tout un programme d'animation. Donc on s'appuie sur une forme de démocratie active, inclusive et participative, où on va mettre en place des ateliers terre, des chantiers terre. On a fait une fresque en terre. On travaille sur des ateliers de co-construction sur les devenirs de la ville. Les gens viennent. Il y a du répondant. Les habitants sont présents. Ou c'est toujours les mêmes ? Il y a un enjeu majeur, vous en discutez ce matin, c'est il y a des populations qu'on appelle les populations invisibles. Le rôle de l'élu local, c'est de se dire que ces populations invisibles, il faut aller les chercher. Le propriétaire, je vais pas faire une caricature, mais ça a été dit ce matin, mais le propriétaire de plus de 70 ans, depuis plus de 30 ans dans la commune, lui, a une réunion publique, il se déplace. Il a du capital social, du capital économique, et il est disponible pour en discuter. Et il porte une vision particulière. Les jeunes, c'est un peu plus compliqué, par exemple. Pas beaucoup de jeunes qui se déplacent en réunion publique, la politique, l'élu local, tout ça. Bon. En tout cas, donc il faut aller chercher tout le monde. Il y a les femmes seules, les femmes monoparentales avec enfants, responsabilités, etc. Se déplacer, avoir du temps, trouver du temps, c'est pas évident. Prendre la parole, donc il faut trouver des formes. Donc aujourd'hui, nous, on appuie tout un projet. À peu près la moitié du budget qu'on construit aujourd'hui sur l'innovation, c'est l'innovation sociale. C'est de dire, il faut qu'on trouve des formes de dialogue avec les habitants pour que les gens, on leur crée une porte ouverte. Et donc, il faut démultiplier les formats. Film au plein air,
café philo dans le bar, barbecue partagé sur la place pour discuter, Alors caravane ça, ce sont de la les outils de communication et de mise en débat et mais en de récit. dialogue. Mais revenons peut-être aussi au cœur de ce sujet qui est comment habiter la planète autrement, avec quels moyens, quels outils, quelles formes. Justement, Sonia, je voyais que vous pouviez rebondir là-dessus. Je vous écoute. On vous écoute. Je voulais rebondir à ce qui était dit sur, en fait, au lieu de voir ce qu'on va perdre, c'est-à-dire je perds mon pavillon avec mon jardin de 2 hectares. Bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est plus possible. Mais au lieu de se dire qu'est-ce que je perds, aujourd'hui, on doit retrouver du sens commun et de l'usage et des usages communs. On doit avoir des... j'ai peut-être moins de place chez moi, mais je vais peut-être avoir un très grand parc ou un accès collectif, et c'est tout aussi bien. Et on le voit à l'échelle des bâtiments sur les programmes, c'est-à-dire qu'autrefois, on construisait une école, un gymnase et un centre de loisirs. Aujourd'hui, en architecture, arrivent des programmes, c'est-à-dire qu'on nous demande que l'école municipale qui va être construite, de penser que, ah tiens, sa cour va être ouverte le week-end, que peut-être le réfectoire de cantine va servir de salle de concert, je dis n'importe quoi, le dimanche. Et donc, mutualisation d'usage, en quelque voilà, sorte. donc mutualisation d'usage. Et ça va aussi, en fait, se dire, oui, la donne a changé, on a un même bâtiment, plusieurs usages. Avant, on avait l'abondance économique, d'espace, constructif. Donc, ça va aussi... Je pense qu'il y a la crise écologique, il y a la crise sociale. Donc tout ça va aussi être une même réponse à faire ensemble. Comment on peut faire justement plus sobre, mieux avec moins, avec des objets architecturaux peut-être aussi différents et vous travaillez, je sais, Béatrice, sur les tiers-lieux en tant qu'enseignante professionnelle, chercheur sur ces sujets-là. Est-ce que là, il n'y a pas des pistes d'idées à expérimentation et ensuite à mise en œuvre? Déjà, pour rebondir sur ce qu'avait dit Sonia tout à l'heure sur les filières de réemploi des matériaux de construction, c'est un véritable enjeu, ne serait-ce qu'au niveau des bâtiments publics. Vous prenez les universités... il y a beaucoup de portes et il y a beaucoup de fenêtres. Il y a beaucoup de portes, beaucoup de fenêtres. Par exemple, sur le campus de Villejean, il y a eu une réhabilitation d'un certain nombre de bâtiments. Il faut organiser en fait les filières de réemploi pour tous ces faire de l'économie circulaire et valoriser en fait tout ce qui peut l'être. Alors il y a un certain nombre de freins encore aujourd'hui, les filières sont pas encore en place. Sur un projet de tiers-lieu qui a été créé à Rennes 2, on avait justement au départ fait appel à une société d'architectes qui s'appelle Bâtir Équipe, qui est à Rennes et qui travaille sur ces questions de filières de réemploi. C'est pas simple, mais je pense que les verrous peuvent être levés. Pour compléter aussi ce qu'a dit Sonia, je pense que sur les matériaux utilisés, on a en fait des solutions technologiques qu'on peut qualifier de low-tech, peu gourmandes en énergie et avec des matériaux qui sont présents en grande quantité, notamment je pensais au pisé, parce que Sonia habitat traditionnel du territoire, de la région, avec une inertie thermique, je crois, tout à fait intéressante par rapport aux enjeux climatiques dont vous nous parliez. De ce point de vue-là, malheureusement, les normes telles que la RE 2020, etc., peuvent être aussi des verrous. La réglementation environnementale. Voilà. Ouais. Cela étant, il y a des expérimentations qui sont menées. Par exemple, sur le quartier de Beauregard, il y a un immeuble qui... Salvatierra, mais c'est vieux ça déjà. Voilà. C'est celui-là dont vous parlez ? Il y en a un qui est en construction avec une structure bois et il me semble que les revêtements sont en terre crue aussi. Donc voilà, je pense qu'on a le VP numérique de Rennes Métropole. Je crois qu'un des enjeux, c'est effectivement ne pas penser que la technologie, en particulier la haute technologie, sera la solution à tous nos problèmes. Pas de technosolutionnisme, comme on dit parfois. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de leviers actionnés sur ce qu'on appelle le low-tech, et dont l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie consommée tout au long du cycle de vie des matériaux, des bâtiments, etc., dont l'impact sera bien moindre. Donc là, c'est vraiment un enjeu. Et au-delà parce que là, on a beaucoup raisonné à l'échelle d'un îlot, mais quand on passe à des échelles supérieures, il faut raisonner à l'échelle des quartiers, à l'échelle des agglomérations, en termes d'aménagement du territoire sur des parcelles beaucoup plus vastes, parce qu'il y a l'enjeu des mobilités, la manière dont on conçoit en fait les plans d'urbanisme. Et j'ai quand même envie de faire passer le message en tant qu'économiste qu'il faut aussi rompre avec le dogme de la croissance sans limite. La croissance illimitée avec des ressources limitées, ça marche jusqu'à un certain point. Et dès 1900, parce que comme le titre
table ronde, c'est habiter la Terre autrement. En fait, en 1966, il y a un économiste, Kenneth Boulding, qui a fait prendre conscience de l'existence de limites biophysiques à la poursuite de la croissance, qu'elle soit économique, on pourrait dire aujourd'hui croissance urbaine. C'est vieux, c'est mon âge. Vous voyez un peu. Ensuite, un autre auteur a ajouté la prise de conscience qu'on était passé d'un monde vide à un monde plein, c'est-à-dire qu'en termes de pression sur les ressources et les mécanismes de régulation de notre planète, nous avions atteint les limites. Et aujourd'hui, les sciences climatiques de la vie de la Terre sont en train de travailler sur où se situent ces limites planétaires. Les fameuses 9000 limites, on en a 5 ou 6 déjà de franchis. Les 9 déterminants dont, alors on est passé à 8, mais dont 6 sont d'ores et déjà franchis, et le changement climatique en fait. Et j'ai envie de parler aussi de l'érosion de la biodiversité, parce que ça va de pair. Et donc, parmi les solutions possibles, il y a les solutions fondées sur la nature, effectivement, végétaliser davantage, faire appel à des matériaux biosourcés, structures bois, matériaux en terre crue qui peuvent être produits localement, qui seront beaucoup moins coûteux, etc. Les solutions existent, mais je pense qu'il faut que les décideurs politiques prennent leurs responsabilités, qu'ils aillent beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. C'est pas moi qu'il faut regarder, hein. Les décideurs politiques, ils sont là. J'ai notamment en tête les réglementations au niveau national, mais aussi européen et au-delà. Voilà, donc c'est à toutes les échelles de décision qu'il faut cette descente d'échelle. Et je ne suis pas très favorable, pour ma part, aux velléités de responsabilisation individuelle. Les comportements individuels ont leur rôle à jouer. Mais ça ne réglera qu'une partie du problème. Il y a toute l'infrastructure en surplomb, et notamment les dispositifs législatifs, etc., qui auront un rôle déterminant à jouer dans ces évolutions. Justement, Sonia, vous voyez bouger les lignes sur le plan de la réglementation. On soulignait, et Yann le rappelait, que ce n'était pas toujours simple d'expérimenter. Vous l'avez dit aussi. Est-ce qu'il y a quand même des avancées? Alors, on est en France. Est-ce que d'autres pays en Europe ou ailleurs dans le monde sont plus avancés que nous dans ce domaine et peuvent être source d'inspiration? Oui. D'autres pays sont beaucoup plus avancés dans la construction bois. Nous, on est quand même un pays où la construction béton est un lobby très fort. Je pourrais presque dire que la bonne nouvelle de la crise écologique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça fait bouger les lignes. Bon, il fallait en arriver là pour faire bouger. Mais même pour voir sur la question du réemploi, parce que nous, on a commencé à faire du réemploi il y a 15 ans, il n'existait pas de plateforme de réemploi, c'est-à-dire que si vous déconstruisez en curage soigné un bâtiment et vous avez plein de matériaux sur les bras, on ne savait pas quoi en faire. Il y a une vraie question de logistique du flux tendu entre le moment où votre matière est disponible et auquel cas on a besoin. Aujourd'hui, en tout cas, je connais plus la région Île-de-France, mais il y a en Bretagne aussi, il y a beaucoup d'initiatives. Mais aujourd'hui, ces plateformes ont émergé. C'est qu'aussi, dans cette transition écologique, il y a plein de nouveaux métiers. Aujourd'hui, construction terre, paille, pisé, etc., c'est des nouveaux métiers. Il y a une demande, c'est-à-dire que nous, quand on fait un appel d'offres avec de l'enduit terre, on a 3 entreprises en capacité de répondre pour un bâtiment public de 5000 m². Donc, ça veut dire que les savoir-faire, c'est important ce que vous nous dites là, Sonia, les savoir-faire de mise en œuvre de ces techniques qui étaient parfois un petit peu oubliées sont en train d'être réappris, et il y a des filières d'entreprises qui se positionnent là-dessus. Oui, puis en tout cas, il y a une place pour prendre ce marché-là. Et surtout, peut-être, je pense juste formation, insertion. Nous, on a fait un projet avec de l'enduit terre. C'est une technique de construction sur laquelle on peut faire de l'insertion. Donc voilà, on fait des marchés à 100% d'insertion. On en fait un à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, sociale, avec les femmes des quartiers, des périphéries. Voilà, c'est un marché qu'on destine à ce public-là. Il y a le projet ici que vous connaissez peut-être, Emmaüs Terre, qui est exactement sur le même modèle et qui est tout à fait porteur et de sens et d'emploi et d'inclusion. Yann, j'ai une question moi, qui me vient en écoutant nos solutions là, qui sont proposées. Comment les habitants les acceptent, ces solutions? Je ne sais plus comment on appelle les habitants de Saint-Sulpice, vous allez nous le rappeler. Les Sulpiciens. Les Sulpiciens. Ils sont suspicieux par rapport à ces techniques, certains. Sans mauvais jeu de mots. Non, moi je voulais juste revenir là sur ce qui était dit, je répondrai à la question juste après, mais même qu'on est convaincu politiquement qu'il faut faire transition. En tout cas, nous, on a décidé de dire que si on était élu, c'était pour changer les choses. En tout cas, on n'a pas menti sur ce qu'on était, sur ce qu'on voulait faire. C'est pas pour autant qu'on trouve chaussure à notre pied. C'est-à-dire que on est dans la réglementation aujourd'hui, on en parlait, elle nécessite effectivement une
une souplesse, une ingénierie, une adaptabilité, voire une certaine forme de capacité de contourner les règles qui... de courage et des... Faut oser le mot. Oui. Bon, faut être pugnace, quoi. Voilà, faut être pugnace. Faut aller jusqu'au bout, faut rien lâcher, donc faut être convaincu de ce que l'on fait politiquement parlant, parce que tous les jours, en fait, on vous explique que ça va être compliqué. Ah, monsieur le maire, vous allez voir, c'est compliqué. Donc, de toute façon, tout est compliqué. Dès qu'on veut faire autrement, évidemment, c'est compliqué. Alors, du coup, moi, j'ai quand même 2 messages. Le premier, de se dire, les gens qui sont dans cette salle-là, il va falloir se retrousser les manches et surtout continuer à apporter des solutions, parce que même quand on a envie de transformer l'essai et d'apporter des réponses concrètes, il nous faut quand même que les marchés publics soient pas infructueux. C'est-à-dire qu'il nous faut quand même des entreprises qui sont en capacité de répondre aujourd'hui des bureaux d'études, des bureaux des méthodes, des architectes, des urbanistes, des entreprises de la terre, du bois, etc., des structurations de filières, des structurations de déchets. C'est une autre manière d'habiter, j'aime bien le titre, habiter autrement, ouais. Et donc ça sous-entend aussi qu'on soit... Moi, je pense que la réponse, ça ne peut pas venir ou du politique ou de l'entreprise, ça ne peut pas tenir à une seule personne. On est bien dans la notion de qu'est-ce qui fait planète, c'est du commun. Donc finalement, si c'est un sujet commun, il faut qu'on y aille... En tout cas, il y a une idée d'y aller ensemble. Donc là, aujourd'hui, la fonction d'élu, elle a plutôt une fonction quand on fait de l'innovation. Nous, on a un programme qui s'appelle Démonstrateur de la ville durable, où on veut faire des maisons et du bâtiment en bois, paille, terre crue porteuse, boucle énergétique locale en photovoltaïque. Il y a un côté laboratoire chez vous, quand même. Sobriété foncière, réhabilitation des bâtis anciens, etc., réemploi, structuration de filières courtes. Donc on travaille avec Emmaüs pour la briqueterie solidaire qui est à côté. Bon. Donc on innove beaucoup. Donc chez nous, en tout cas, ce qu'on fait à l'échelle du citoyen, c'est 2 choses. Leur démontrer qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il y a un enjeu majeur, c'est de démontrer. Je ne sais plus ce qu'il disait tout à l'heure, Spinoza qui disait l'action, c'est le vecteur de la joie. Donc, moi, je reste persuadé qu'on peut toujours causer. On peut causer des heures et des heures, mais il n'empêche que si on n'arrive pas à démontrer que c'est possible, du coup, on n'arrivera pas à avancer. Donc moi, notre mandat, parce que c'est un travail d'équipe, notre mandat, c'est de démontrer tous les jours que c'est possible. Et il faut démontrer tous les jours. C'est là la complexité aujourd'hui de la situation, c'est qu'il faut gérer du court terme. Mais il faut gérer du court terme, du moyen et du long terme en même temps. Ce que disait tout de suite Béatrice est absolument juste. Les grandes transformations climatiques, elles se font sur du très long terme. Donc c'est vrai que mon action au quotidien ne changera pas fondamentalement la réalité du quotidien, du réel, de ce que je vis. Par contre, dans les éléments de réalité du monde de demain, c'est autre chose. Donc il faut trouver des projets qui... Ça c'est le premier message, et le deuxième alors? Le deuxième, il est celui de se dire qu'il faut modifier notre façon d'habiter. Et moi, j'aime le titre, je trouve assez éloquent, c'est que ce ne sera pas qu'un problème technique. C'est pas parce que je suis au numérique que du coup je suis un technoscientiste. Je pense même que je pense qu'il faut trouver dans la technologie de l'innovation vertueuse. En fait, je crois à l'innovation vertueuse. Le low-tech est une innovation vertueuse aujourd'hui. Mais pas que. En fait, et puis on est aussi en héritage d'une certaine forme de technologie qu'il va falloir accompagner à son démantèlement. Alors, je ne parle pas des centrales nucléaires. Bon, Brennilis, en Bretagne, on y est toujours, en attendant quand même. On n'a toujours pas fini de démanteler, mais on a plein d'autres technologies ou de bâtiments. 80% des bâtiments sont aujourd'hui existants. Mais il n'empêche qu'il va aussi falloir inventer, innover pour gérer et ça peut être nos passionnant. 40 ou 50 ans d'histoire. Voilà. Ça, c'est un défi. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, c'est passionnant. Et ça veut dire aussi que quand on pense la ville de demain, quand vous parliez des habitants, on parle du bâtiment, on parle de la manière de construire, mais on parle aussi de la manière d'habiter. C'est-à-dire que la taille des logements, la manière dont on fait famille, la manière dont on... Le 2 en 2 dehors, c'est ça. Oui, puis alors nous, on travaille sur de l'habitat participatif, on travaille sur de l'habitat léger, on travaille sur de l'habitat réversible, on travaille sur la mixité fonctionnelle des espaces. On travaille la mutualisation, c'est ça, des partages. En fait, il faut pouvoir apporter des réponses d'aménagement, tout en re-questionnant les questions de façon d'habiter. Et dans les façons d'habiter, on ne peut pas tous demain avoir 140 mètres carrés pour une personne. Ce n'est pas aujourd'hui, on produit plus de logements qu'il n'y a de personnes. C'est quand même la métropole et plein d'autres territoires aujourd'hui sont dans des situations où, parce qu'il y a du desserrement familial, parce que les gens sont plutôt seuls aujourd'hui, en fait, on construit de plus en plus, on a plus de construction de besoins de logement qu'il n'y a de naissance, parce qu'en fait, on a du desserrement familial. Et on a des gens qui vieillissent très très tard. Du coup, c'est les moments parce que quand on pense la ville, il faut penser la ville avec 25% d'anciens dans les 20 prochaines ou 30 prochaines années. Donc les jeunes, il y en a,
Mais il y a les boomers, je ne sais plus qui disait les boomers tout à l'heure, il y a 25 à 30% de la population, c'est les boomers dans les 20 prochaines années. Donc il faut anticiper le sujet. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche. Une remarque, une réaction de Béatrice et puis des questions dans la salle ensuite. Vous levez la main, on vous apporte un micro. Il y a peut-être une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est la question des inégalités sociales. Parce que un des impacts majeurs du changement climatique, ça va être l'accroissement de ces inégalités sociales. Tout le monde n'est pas là. Voilà, c'est un vecteur d'accroissement. Tout le monde ne va pas être exposé de la même manière aux impacts. Et je dirais qu'en termes de transition aussi socio-écologique ou énergétique, enfin la transition urbaine aussi, il faudra avoir une vigilance sur cette question des inégalités sociales. C'est que tout le monde ne sera pas en capacité d'opérer pour faire société, justement. Voilà, et exactement. Il va falloir être particulièrement vigilant, oui. parce que si on ne fait rien, ça va effectivement s'accroître. Et c'est là où on aura besoin d'une forte solidarité collective pour faire en sorte qu'il n'y ait pas les perdants et les gagnants de la transition. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce que disait Yann sur la question du logement, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs millions de ménages qui sont en précarité énergétique. Et donc, il faut un accompagnement aussi du citoyen pour que... parce qu'il y a une notion qui émerge au niveau européen, c'est notamment l'idée de citoyen énergétique. Mais derrière ça, il y a quand même tout un ensemble de biais. Tout le monde n'a pas la capacité de devenir un citoyen énergétique. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le citoyen qui produit sa propre énergie, c'est ça? Voilà. Qui contribue à... Oui, et puis qui va être particulièrement proactif dans la transition, les expérimentations. Formation, mais ce n'est pas donné à tout le monde et il faudra être vigilant sur cet accompagnement citoyen pour... Je suis sûr que vous travaillez spécifiquement sur ces sujets, Béatrice, en ce moment, non? Il y a des études là-dessus. Mais disons que voilà, ce sont une attention, des questions qui me préoccupent parce que habiter le monde, c'est aussi l'habiter ensemble et faire en sorte qu'il n'y ait pas une fragmentation sociale qui aille faire encore société, nous croissant. rappelait Yann tout à l'heure, on est au cœur du sujet. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous dans la salle. Je ne sais pas si on peut vous passer un micro. Il y en a un de prévu, c'est un de la table qui doit venir. Alors on va vous en donner un. Allez, hop, celui-là par exemple. Le principe est simple, il suffit de lever la main, on vous apporte le micro. Il y a déjà 3, 4 mains, 5 mains qui se lèvent. Ayez la gentillesse peut-être de vous présenter, de dire à qui vous posez votre question, si c'est à l'un ou à l'autre de nos intervenants, à l'une ou l'autre, et ça sera parfait. On y va, c'est parti. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Emmanuelle, je suis architecte et DE et membre de l'association des architectes des risques majeurs. Parce qu'il y a une question en fait dans habiter autrement, donc c'est bien, on commence à penser dans les écoles du coup de plus en plus à sensibiliser et à former les étudiants sur les questions de matériaux biosourcés, ces choses-là. Mais il n'y a encore rien qui existe par rapport aux risques majeurs. Comment on se prémunit face aux risques d'inondation, au séisme, aux tempêtes? On a pu voir à la Roya ou aux Deux-Sèvres ou même les grosses inondations dans la Ruhr. Pour le moment, il y a seulement le DSA Architecture et risques majeurs qui est enseigné à l'ENSA de Paris-Belleville qui existe. Et on n'est qu'une quinzaine d'étudiants à être formés par an. Et donc nous, on a voulu créer cette association justement, on est des anciennes étudiantes, pour sensibiliser justement l'importance que les risques majeurs, c'est pas une question qui concerne seulement les ingénieurs, ni seulement le domaine humanitaire et du développement, puisqu'il y a plus de 6600 communes en France qui sont sujettes, qui sont dans des zones à risque. Et face au changement climatique, on va être de plus en plus confronté à ces changements. Donc comment on fait pour former? Il est primordial de former tous les architectes et pas seulement une quinzaine d'étudiants par an, tous les étudiants. Voilà. Alors, je ne vais pas complètement répondre à la question, mais effectivement souligner qu'un des enjeux par rapport aux impacts du changement climatique, ça va être ces risques majeurs. Et notamment, moi j'ai travaillé sur l'après-Xynthia, notamment en Charente-Maritime, où effectivement il y a eu une forme de déni du risque, en fait, avec une urbanisation littorale croissante, y compris dans des zones submersibles. Et finalement, Xynthia a fait redécouvrir en fait le risque de submersion et a amené l'État à activer en fait les instruments qui existaient déjà mais qui n'étaient pas appliqués, les plans de prévention des risques inondations.
mais avec la prise en compte du risque submersion, que le changement climatique va effectivement accentuer. Par rapport à votre question, j'ai envie de dire que quand on étudie l'architecture vernaculaire en Charente-Maritime, les pas de porte des maisons étaient traditionnellement surélevés d'1 mètre, voire 1,50 m. On avait, par exemple, sur les toits des maisons, des zones refuges. Et je reviens sur les POS des années 80. C'est au moment où on élabore les plans d'occupation des sols des communes qu'on oublie en fait toutes ces règles d'urbanisme qui étaient de bon sens et qu'on va finalement créer les conditions du risque et de la surmortalité en cas de submersion. Donc là aussi, ça ne nécessite pas nécessairement des mesures très coûteuses au plan technologique, mais simplement des prescriptions d'urbanisme qui vont prendre en compte le risque et à la hauteur de ce qu'il va représenter d'ici 30 ou 50 ans, avec l'élévation du niveau de la mer, l'amplification de l'érosion côtière, etc. En matière d'adaptation, il y a des réflexions qui commencent à se faire sur le recul stratégique, avec par exemple la démolition de la Cano, des réflexions aussi sur la dépoldérisation de certaines zones qui sont en dessous du niveau de la mer et de se dire que on a besoin effectivement d'anticiper sur les évolutions futures. De ce point de vue-là, la réforme de la loi littorale, on est un peu quand même hors les clous. C'est-à-dire que on a révisé les niveaux, on est passé des crues centenales, mais on est encore loin de la crue millénale, par exemple, qui est mobilisée aux Pays-Bas. Donc voilà. Merci pour votre réponse. Sonia, vous vouliez compléter ? Alors, oui, non, non. Alors, d'autres questions ? Qui a le micro ? On vous l'apporte tout de suite. Voilà. Des réponses courtes, des questions courtes, des réponses précises, et on va pouvoir en prendre plusieurs. Tout à l'heure, vous parliez de l'importance de les actions menées par l'État. Comment est-ce qu'on peut, quand on est un élu local, dire nous, on a tel projet avec les habitants, comment est-ce qu'on peut se baser sur ce projet-là pour convaincre l'État de nous suivre et d'avancer dans les questions qu'on évoque depuis tout à l'heure. Le droit à l'expérimentation, c'est un peu ça l'idée ? Partir d'une réalité, puis de faire en sorte que ça fasse bouger les lignes. Yann va vous répondre. Mais on voit bien que là, actuellement, l'État prévoit des projets à très long terme, alors qu'on doit agir maintenant, qu'on a la certitude par les scientifiques qu'on doit agir maintenant. Donc, puisque dans ce sens-là, on n'avance pas forcément beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas prendre la chaîne dans l'autre sens et faire partir les projets du bas pour avoir une action en haut de l'échelle. Yann, comment on fait chez vous ? On fait dans les deux sens. Alors comment on fait alors, effectivement, il y a certains dispositifs, là, le démonstrateur de la ville du Havre, c'est un programme d'investissement d'avenir, c'est ex-programme. Et donc du coup, c'est l'État qui cofinance une partie des expérimentations pour essayer de voir comment on peut changer les règles. Après, appelons un chat, le changement trop brutal, il peut ne pas être compris, et il peut aussi ne pas permettre de prendre le temps de réfléchir aux conséquences de chaque décision qu'on est en train de prendre, du point de vue des acteurs économiques, du point de vue de la société, du point de vue des fractures sociales dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut quand même du temps, et la politique publique, j'en suis désolé de le dire, mais c'est du temps long. Et qu'on a construit, on a mis 40-50 ans à construire un modèle et on ne mettra pas 2 ans à déconstruire pour en construire un nouveau, parce que je suis un fervent défenseur du contrat social, donc de se dire que dans ce contrat social, il faut que chacun ait pris part aux règles qui nous unissent et qui nous permettent de ne pas faire fracture. Dans les relations à l'État, il y a des grandes directives. Tout n'est toujours pareil, ça dépend de qui est l'État, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du gouvernement ? Est-ce qu'on parle des directives du cadre européen avec ses transcriptions dans le cadre des lois sur les grandes transitions ? Il y a des cadres aujourd'hui qui sont... Le ZAN est un outil particulièrement intéressant quand on regarde les ambitions qui sont celui du ZAN. 0 artificialisation nette en 2050, c'est un changement de paradigme complet qui n'a jamais été vu à l'aube de l'humanité. On n'a jamais reconstruit, sauf à un temps certain où les matières premières n'étaient pas exploitées comme on les exploite aujourd'hui. Donc il y a quand même des grandes directives. Ce qui est sûr, c'est que c'est la question du temps que vous posez finalement. C'est comment on fait pour que ça accélère. J'ai pas la réponse. Moi, ce que je pense, c'est que à l'échelle locale, on peut faire des choses. Les métropoles
en tout cas les intercommunalités, parce qu'il y a les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes, en tout cas les intercommunalités, elles ont une capacité d'ingénierie. Pour moi, le sujet sous-jacent à votre question, il est aussi sur c'est quoi les capacités que nous avons, État, collectivités territoriales, à mobiliser de l'ingénierie pour créer le changement. La capacité à faire. Ouais. Et la capacité à faire. Et pour faire, il faut de l'ingénierie. L'ingénierie au sens large du terme. Et il faut rassembler cette ingénierie-là, et des fois, il faut même aller changer les lois et tout ça. Ça demande un petit peu de temps et ça demande des allers-retours. Moi, je crois beaucoup au dialogue avec l'État. Il y a des jours où on n'est pas d'accord, et puis du coup, des fois, on l'est quand même. Il y a aussi la transcription et les navettes parlementaires. Donc voilà, en fait, il y a un enjeu démocratique qu'il faut manier, et en même temps l'enjeu démocratique et en même temps la conduite du changement. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire à plusieurs échelles, d'une manière, on va dire, un peu parallèle. Donc, ça peut paraître un peu antinomique, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à démontrer localement. On a compris que c'est complexe, en tout cas. Mais oui, oui. Alors évidemment, c'est sûr, c'est complexe, et il n'y aura pas de réponse binaire. Je pense que c'est systémique. Je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure dans la table tout à l'heure, mais c'est systémique. Donc du coup, il faut qu'on travaille. Et l'État avance. L'Europe doit aussi largement avancer sur le sujet. C'est quand même elle qui définit une grande partie des lois dans la pyramide des lois. Elle donne des impulsions et des moyens financiers, souvent, l'Europe. Ça peut être aussi une manière de s'en emparer. Sur le Grand New Deal. Je regarde l'heure parce que c'est également ma fonction à vos côtés. Il nous reste 3 minutes, je crois. Et il y a 3 questions, donc je ne pense pas qu'on puisse toutes les prendre. On va générer de la frustration, mais vous aurez la possibilité à l'issue de ce débat d'aller voir les uns et les autres pour prolonger les échanges, j'en suis sûr. On y va, qui a le micro ? Bonjour, je m'appelle Jessica. Je me demandais par rapport à cette dernière question sur les évolutions des lois, etc., comment on gère la question des lobbies. Justement, vous parliez tout à l'heure du lobby du béton dans un contexte de démocratie. En fait, ça paraît être une question énorme. Et est-ce qu'il y a une réflexion, peut-être, je ne sais pas qui voudrait parler de ça, voilà. Allez, lobby, elle a l'air de connaître, Sonia. Allez, on vous donne le micro. Après, je donne la parole à Sonia, promis. Oui, rapide alors. Marché public. Bon, là, aujourd'hui, alors pour le coup, les marchés publics, c'est quand même un sale truc bien pénible et quand même pas facile. Mais il n'empêche que si on a envie de mettre de la terre, de la paille et du bois, on fait des marchés publics où on dit qu'on veut de la terre, de la paille et du bois, et on aura de la terre, de la paille et du bois. Donc il y a juste après une question de comment on écrit nos cahiers des charges pour exprimer ce qu'on veut. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font le pari de dire qu'on va construire demain tout en terre, bois, paille. Complément avec Sonia Vu. Non, je vais juste répondre, puis peut-être ça répond un peu aux deux questions. Comment on fait changer ? En fait, il faut l'attaquer par tous les fronts. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux politiques très hauts, il y a des lobbyistes qui existent à Bruxelles, qui sont tout petits, qu'on peut par nos actions citoyennes aussi soutenir, etc. Et après, à les échelles de nos métiers, de nos positions. Et par exemple, on fait aussi des projets démonstrateurs. Nous, ça nous est arrivé quand on fait le pavillon circulaire, tout à 80% en réemploi sur l'hôtel de ville de la mairie de Paris. Forcément, ça fait bouger les choses sur le réemploi. C'est-à-dire que les réglementations n'existent pas, les bureaux de contrôle qui nous valident ces systèmes constructifs, ils n'existent pas. En fait, on leur dit c'est possible, on le fait en temporaire. Et on le montre. Ça, on le fait pour 2 ans. Donc du coup, tout le monde nous dit ok, c'est pour 2 ans, je prends aucun risque. Puis on dit vous voyez, ça a tenu 2 ans, ça peut très bien tenir 15 ans. Donc voilà, en fait, c'est aussi pour dire que aussi à nos échelles différentes, sans se dire il faut aller au Parlement européen ou à l'Assemblée. En fait, il y a pas mal de moyens. Il y a beaucoup de mouvements citoyens aussi qui aident à faire bouger les choses. Voilà. Merci beaucoup. Allez, une dernière question, parce que sans ça, on va se faire taper sur les doigts. Ce sont les porteuses de micro qui vont déterminer qui parlera. Je n'y suis pour rien. Voilà. Désolé, madame. Bonjour, moi je m'appelle Maxime. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la nature, la biodiversité. J'ai juste une question pour vous trois par rapport aux bâtiments classés. Vous n'en avez pas parlé. Mais il y a quand même une problématique de rénovation thermique sur les bâtiments classés qui est assez complexe. Comment on fait évoluer la législation sur les bâtiments classés ? On a 1 minute pour les bâtiments classés, ça va être dur. Hein. Qui veut s'exprimer là-dessus ? Bon, nous, on est souvent en confrontation avec les architectes de bâtiments de France, les ABF, qui ont aussi quand même un rôle à jouer, parce qu'ils sont porteurs d'une connaissance, c'est aussi pour leur donner raison à des fois, ils sont porteuses d'une connaissance historique sur l'architecture et les bâtiments qu'on n'a pas forcément. Donc on va dire que des fois, ils préservent les bâtiments. Je pense qu'on a des beaux centres-villes, on a des beaux bâtiments, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Donc quelque part, ils ont eu ce rôle à jouer. Mais c'est vrai que sur la transition énergétique, ça commence tout juste. Et moi, je parle même sur l'usage. On a un projet au Havre qui s'appelle la Halle aux Poissons, qui est une ancienne criée, donc quelque chose de
très fermé, très hermétique. Pour des raisons, en fait, le bassin d'eau a été fermé par un pont, donc il n'y a plus jamais aucun bateau qui n'arrivera à cette halle, il n'y aura plus jamais aucune criée aux poissons, elle a été déplacée. Et aujourd'hui, on nous demande de conserver un peu l'histoire de son architecture. La mémoire des lieux. Et voilà, et en fait, on essaye de le transformer en tiers-lieu. Enfin, pour le résumer très rapidement, donc c'est vraiment une négociation pas à pas, mais bon, comme toute chose, ça va bouger. Merci beaucoup, Sonia. Yann? C'est une très bonne question. On a un périmètre des bâtiments de France avec l'ABF à Saint-Sulpice-la-Forêt. Est-ce que c'est vrai que ça n'aurait pas été si complètement, pas trop simple sinon si on n'avait pas ça. Avantage, inconvénient, moi j'aime bien les sujets dialectiques. D'un côté, ça freine, hein, ça c'est sûr. Moi, ils ont commencé par me dire écrin de verdure du XIIIe siècle. Moi, je leur parlais 22e siècle. Waouh! Donc c'était dur. La première réunion était compliquée. Moi, le temps qu'on se comprenne. Grand avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une commune qui, depuis la création de l'ABF, dans le cœur de Bourg, on a gardé les bâtiments en terre, on n'a pas tout détruit, on a gardé des formes vernaculaires à certains endroits, et donc du coup, il y a aussi eu le travail de l'ABF qui permet aujourd'hui de reconstruire une ville qui tient compte de l'héritage, de l'habitat ancien, et qui n'a pas été détruit parce qu'on était en zone ABF et qu'on a réussi à garder un certain nombre de bâtiments et une certaine forme d'organisation. On va dire du plan napoléonien, et si l'ABF n'avait pas été là, je mets à peu près ma main à couper qu'on n'aurait pas du tout la même morphologie et la même qualité de bâtiment qu'on a encore de Bourg. Donc finalement, c'est de la négo. Voilà, c'est de la négo. Faut négocier. Oui. On voit des... Ah oui. Alors, dernière question pour conclure, parce qu'il faut quand même conclure ce genre de débat. C'est une question simple que je vous pose à chacun d'entre vous. Je vous répondez d'une phrase. Le message que vous voulez faire passer aux jeunes spécifiquement en fonction de vos convictions, de vos études, de vos talents et de vos compétences par rapport à cette question qui nous est posée, comment habiter autrement la planète? S'il y a un conseil à donner, une idée à partager, chacune, on n'a pas préparé, on se lance. Et ça sera le mot de la fin. Je dirais qu'il faut garder espoir dans notre pouvoir d'agir et de transformer en fait nos modèles. Merci Béatrice. Sonia? Très rapidement, moi je pense que face à l'énorme montagne et de se laisser tétaniser, il faut agir par nos actions. Je pense que là, quelque part, on en a la preuve qu'on peut attaquer la montagne à plusieurs. En tout cas, on en viendra à bout. Eh bien, messieurs, dames, 2026, les futures municipales, créez vos équipes, engagez-vous et portez un projet politique. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour votre intervention. Merci à vous toutes et tous pour la qualité de votre écoute et votre implication. Très bonne suite de Forum Séisme Grand Ouest. À tout à l'heure peut-être. Bonne journée.